Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. À un moment ou un autre, dans notre vie, nous sommes tous amenés à nous raconter à nous-mêmes le même mensonge. Je ne suis pas à la hauteur. Et pourtant, les choses que l'on peut accomplir sont merveilleuses et juste incroyables quand on est convaincu que l'on peut y arriver. Ce changement d'état d'esprit est crucial si l'on veut développer son potentiel. Nous avons toutes les ressources nécessaires en nous. Philippe Croizan, bonjour. Vous êtes un ancien ouvrier français, devenu athlète suite à la perte de tous vos membres. Malgré votre handicap, vous avez multiplié les exploits et les premières, telles que la première traversée de la Manche à la nage, accomplie par un amputé des 4 membres. Aujourd'hui, vous êtes conférencier professionnel à plein temps. Vous êtes également auteur. 2 de vos livres, J'ai traversé la Manche à la nage et J'ai décidé de vivre, sont en réédition au sein d'un double livre collector. Philippe, avec l'énergie, l'humour et l'autodérision qui vous caractérisent si bien, vous venez nous parler de votre parcours, de résilience, de handicap, de difficultés que l'on peut avoir pour aller plus loin, de dépassement de soi, de force mentale, de motivation, mais aussi de ce qui vous anime et de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. Au préalable, Philippe, j'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ? Aujourd'hui, je l'occupe, je dirais, les journées ne font pas assez de 24 heures, puisque depuis mon accident, je vais dire que je fonctionne par objectif à atteindre. Un objectif plus ou moins loin, un objectif plus ou moins dur, mais au début, c'était un objectif pour continuer à vivre. Et aujourd'hui, c'est des objectifs pour continuer à avoir du plaisir. Du plaisir dans cette vie qui paraît être compliquée, mais ça dépend dans quel sens on la prend. Et donc, mes journées, c'est préparer mes aventures. Quand il y a du repos, c'est de réunir la famille et de passer des bons moments. Le plus clair de mon temps, c'est de vivre des moments de partage. Il n'y a rien de plus riche que des moments de partage. C'est tellement vrai, je crois même que c'est une loi de fonctionnement du monde, le partage. Alors nous avons tous des obstacles ou peurs à surmonter, qu'ils soient d'ordre mental, physique, émotionnel, spirituel ou encore perçu. Vous, les obstacles et leur franchissement, ça vous connaît. À l'âge de 25 ans, vous êtes touché par une ligne électrique de 20 000 volts. La première décharge provoque un arrêt cardiaque et la seconde vous ranime. Mais vous êtes amputé de vos 2 jambes et de vos 2 bras. Débute alors une longue période de reconstruction. Progressivement, vous vous remettez à la plongée. Et puis, en 2010, malgré ces terribles épreuves et les nouvelles limitations qui sont les vôtres, vous décidez de traverser la Manche à la nage. En 2010, vous accomplissez 4 traversées pour relier les 5 continents à la nage, et puis plus tard, vous vous lancez dans le rallye Paris-Dakar. Aujourd'hui, vous êtes conférencier à plein temps sur le thème du handicap et de vos exploits sportifs. Pas d'excuses, pas de limites, on y va. Est-ce qu'on peut dire que ça vous définit bien ? Oui, oui, complètement. Et presque, ce qui me définit bien, c'est la phrase de Mark Twain. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et ça, j'ai découvert cette phrase bien après mes bêtises, hein, bien après mes défis. Honnêtement, je ne savais pas que c'était impossible de traverser la Manche à la nage. Je ne connaissais pas le taux de réussite chez les valides. Depuis 1875, le taux de réussite chez les valides est de 10%. Tout ça, je ne savais pas. J'ai juste eu un rêve sur mon lit d'hôpital quand je me réveille. Je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage, 2 mois après le coma. Et je dis, pourquoi pas moi un jour ? Pourquoi moi, je ne traverserais pas la Manche à la nage ? Et c'est resté dans ma petite tête. Et 10 ans plus tard, on commence les entraînements. Et 12 ans après mon accident, je ne dis pas je parce que c'est un travail d'équipe, on a traversé et on a réussi ce défi complètement dingue où 99% des gens me disaient « Philippe, arrête de rêver, tu vas te faire du mal pour rien. C'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. » Et pourtant, il y a 1% qui y a cru, c'est mon équipe et moi, et on a montré à tous ces pessimistes que tout était jouable. Avec le travail, la volonté et de l'optimisme, tout est jouable. Avant de traverser la Manche à la nage, quelle était votre plus grande peur ? Et maintenant que vous l'avez accompli, quelle est votre plus grande fierté ? Ma plus grande peur, c'était moi-même. Hein. Ma plus grande peur, c'était moi. Enfin, je n'avais pas d'objectif plus que ça dans ma vie. Tu sais, on m'a élevé comme beaucoup d'enfants, on m'a élevé dans le fais attention. Fais attention à ceci, fais attention à cela. Donc, quand on devient adulte, qu'est-ce qu'on fait ? On fait attention. Mais par contre, après, on ne sait plus à quoi on fait attention.
C'est-à-dire qu'on fait attention, mais tiens, j'ai envie d'investir. Oh là là, fais attention. Ouais, j'ai envie de faire tel métier. Oh non, mais t'es dingue, fais attention, c'est pas possible. Enfin, voilà, on m'a élevé dans le fais attention, comme beaucoup de nos jeunes, malheureusement. Et depuis que j'ai eu mon accident, j'ai plus envie de faire attention. Donc, je fais ce que je veux. Maintenant que vous l'avez accompli, cette traversée de la nage, quelle est votre plus grande fierté? Ouais, c'est l'arrivée, hein, c'est la transformation du corps, c'est la transformation du personnage. Il faut imaginer, j'ai 40 ans, je ne suis pas sportif, je ne sais pas nager et je veux réaliser l'Everest de la natation, l'épreuve de l'âge longue distance la plus dure au monde, la traversée de la Manche. Et tout le monde retient la cerise sur le gâteau, tout le monde retient la traversée de la Manche. Mais pour moi, le plus beau, le plus magnifique, le truc dont je suis le plus fier, c'est les 2 ans de travail avec l'équipe. La transformation, le doute, la douleur, les pleurs, les joies, tout ça, ça a été mélangé quand on a réussi cette aventure, quand on repart en Angleterre, je pleure, je rigole, je pleure, je rigole, je pleure, je rigole. Tous les sentiments m'attaquent, quoi, de joie et en même temps de tristesse parce que c'était fini, quoi. Donc c'est pour ça qu'après je suis reparti dans une nouvelle aventure. Donc ma plus grande fierté, ouais, c'est d'avoir réussi cette transformation, à la fois après mon accident, mais surtout pour réaliser cette aventure qui a changé ma vie, ouais. Aujourd'hui, j'aime ma life, elle est chouette. Pour vous reconstruire après votre accident, vous êtes allé puiser des ressources intérieures très profondes. Qu'avez-vous trouvé en vous-même et qui vous a donné le courage et la force de faire tout cela? Qui m'a donné le courage et la force, il y a eu beaucoup, beaucoup de monde. D'abord, ma famille, mes amis. Il y a eu 2 personnages qui m'ont élevé dans ma vie, ma grand-mère et ma mère. Ma grand-mère m'a élevé dans la rigueur, dans vas-y, fais ce que tu veux, mais reste dans la rigueur. Et ma mère qui m'a élevé dans la bêtise. On va faire des bêtises, on va se déguiser, on va s'amuser. Voilà. Il y a ces 2 personnages-là qui m'ont construit, qui ont construit le personnage que je suis devenu. On se fixe des objectifs, comme j'ai dit tout à l'heure, pour continuer à vivre. Et les premiers objectifs, c'était de marcher. Pour les 50 ans de mariage de mes grands-parents, se brosser les dents tout seul, essayer de retrouver l'autonomie. Et à un moment donné, quand on est en centre de rééducation, j'ai vécu pendant 2 ans, c'est de se retourner et de dire j'étais capable de me relever, j'étais capable de marcher avec des protèges, j'étais capable de me brosser les dents tout seul. Ben, c'est des victoires qu'on ne peut même pas imaginer, quoi. C'est la victoire d'un champion qui est aux Jeux paralympiques et qui a la médaille d'or. Ben, je pense qu'on a ce même sentiment, cette même réaction au fond de nous, quoi. Je pense que cette énergie, elle vient là. Il y a eu plusieurs outils de résilience dans ma vie. Il y a eu d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, ma famille, mes amis. Il y a eu un outil de résilience qui est hyper important, l'humour. L'humour m'a permis de me reconstruire. D'abord, vous avez l'humour qui fait mal. Quand on est en période de difficulté, on a l'humour qui va piquer ceux qu'on aime. On va leur faire du mal exprès avec de l'humour. Parce que nous, ça nous fait du bien. Même si nous, ça nous fait du mal, mais ça nous fait du bien de leur faire du mal avec de l'humour. C'est pas méchant, hein. C'est juste une question de survie, hein. Après, il y a l'humour potache et ainsi de suite. Et ça, je l'explique dans mon dernier livre qui s'appelle Pas de bras, pas de chocolat. Et le dernier outil de résilience, celui qui m'a permis d'être là avec vous aujourd'hui, celui qui m'a permis d'accepter mon nouveau schéma corporel, le sport. Le sport m'a vraiment reconstruit, quoi. C'est extraordinaire. Pas de bras, pas de chocolat. C'est le titre de votre dernier livre. Pour quelqu'un qui n'a plus usage de ses jambes et de ses bras, vous manquez pas d'humour et d'autodérision. Mais on devine quand même derrière le sujet de la dépendance. Vous avez parlé de la question de l'autonomie à reconstruire. Donc, dans votre quotidien et vos entreprises, vous êtes aujourd'hui très dépendant des autres. Il faut apprendre à demander de l'aide, à se laisser aider. Et c'est un chemin probablement d'humilité. Savoir demander, faut passer par une déconstruction de l'ego, c'est sûr. Il y a plusieurs sortes de dépendances. Elles sont physiques, mais elles peuvent être aussi affectives ou autres, elles sont multiples. Elles nous obligent en fait à prendre conscience de notre force, notre spécificité, notre lumière intérieure, ce qui nous permet ensuite de la porter au monde. Le fait d'accepter cette dépendance, comment ça vous a permis d'accéder à vos forces et d'en faire quelque chose justement? Alors, il y a un problème, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est l'ego, l'ego de l'homme, l'homme dans toute sa splendeur, qui ne peut pas être dans la difficulté. S'il est dans la difficulté, et normalement, il doit se débrouiller tout seul, il doit s'en sortir tout seul. Et quand tu as un accident comme le mien, ou quand tu es en centre de rééducation, tu comprends que tu as besoin de l'autre. Et là, le jeu, J-E, n'existe plus. C'est on avance ensemble et on réussit. Comme toutes mes aventures, sans l'équipe, j'existe pas. Donc là, à partir de ce moment-là, j'ai compris que demander un coup de main, il ne fallait pas le vivre comme un moment de déshonneur. Il fallait le vivre comme un moment de partage. Et à partir du moment où on fait cette bascule, même quand on a des difficultés dans l'entreprise, hein, on peut parler de l'entreprise, on peut parler d'un accident, c'est toujours le même schéma. On a toujours peur de demander un coup de main parce qu'on a l'impression qu'on est diminué, que c'est pas bien, que c'est moche. Alors que non, tout à l'heure je l'ai expliqué, on vit des moments de partage. Et ben, demander un coup de main, c'est un moment de partage. Quand je suis à Paris et qu'il y a un restaurant et qu'il y a 3 marches et que le menu il me plaît, que j'ai envie de manger ce qu'il y a là-dedans, je demande à 3 mecs qui passent sur le trottoir, je dis excusez-moi, vous ne pouvez pas m'aider à soulever mon fauteuil? Ils vont soulever mon fauteuil. Moi, j'ai le smiley et les 3 personnes qui m'ont aidé, en une fraction de seconde, on a monté 3 marches, ça a duré allez, 20 secondes maximum. Ben, eux, quand ils repartent sur le trottoir, ils ont le smiley. Il y a eu un moment de partage, très court, mais tout le monde est heureux parce que moi, je vais bouffer mon menu et eux, ils sont heureux parce qu'ils ont aidé quelqu'un. Donc, c'est bien que c'est un moment de partage. Donc, c'est à partir du moment où j'ai compris ça,
Bah, j'ai osé aller vers les autres et j'ai osé demander des coups de main. Et c'est comme ça que j'ai réussi mon parcours de vie, en osant demander des coups de main. Oser demander, donc, il y a un proverbe africain qui dit seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Plutôt d'accord? Bah, complètement. Là, oui, oui, ça c'est la phrase absolue, hein. Oui, oui, oui. Quelle est la plus grande leçon que votre femme vous ait enseignée? C'est une warrior. Et en vérité, les gens, ils connaissent un personnage, mais celle qui a vraiment réalisé l'exploit aussi, c'est Susanna, quoi. Enfin, faut imaginer, on a 5 enfants, le plus gros bébé de la famille, c'est moi, je suis le sixième. Quand je lance l'aventure de la Manche, on est en 2008 et les enfants sont encore petits, il faut s'en occuper. Mais entre-temps, elle va faire des heures de ménage. Elle m'emmène à l'entraînement au lac de Saint-Cyr. Il fait 0 degré, il tombe de la neige. Je dois nager pendant 7 heures dans le lac. Elle doit me surveiller tous les jours. C'est 35 heures de natation par semaine. Il faut qu'elle soit à mes côtés. Et vu que je deviens sportif de haut niveau et surtout je suis un aidé, par amour, elle a dit oui. Et elle devient aidante au-delà de ce qu'on peut imaginer dans l'aidant. Et en tant que personnage aidé et en plus sportif de haut niveau, qui devient sportif de haut niveau, il se rend même plus compte de la personne d'à côté de lui. Vu qu'elle dit oui, eh ben, il veut lui en demander davantage. Je ne comprends pas qu'elle ne veut plus m'aider, puisque je suis pas égocentrique, mais toujours dans mes objectifs, toujours dans mes machins, et ça change notre parcours de vie, et je suis heureux. Et là, je me rends compte que je l'ai oublié sur le chemin, et elle était là pourtant à mes côtés. Qu'est-ce que tu dirais, Philippe, à quelqu'un qui doute profondément de lui? Il s'en rend pas compte, il sabote, mais en fait, au fond de lui, il doute profondément de lui, il croit pas en lui. Voilà, comment est-ce qu'on peut dire que notre attitude affecte notre motivation ou nos découragements? Chaque humain est différent, chaque humain réagit différemment à l'adversité, chaque humain a sa propre expérience de vie, mais je dirais ose, ose. Attends pas que les gens viennent vers toi. N'attends pas, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre très longtemps. C'est à toi d'aller vers eux. C'est à toi de leur proposer des trucs. C'est à toi de t'investir et de dire, voilà, j'ai un rêve, je peux y arriver. Tu sais, dans mes rêves, dans tout ce que je réalise, il y a 100 personnes qui vont me dire non. Quand je vais appeler des gens, il y en a plein qui vont me dire non, mais il y en a un sur 100 qui va me dire oui. Et celui-là, à partir du moment qu'il a dit oui, il m'a accordé la confiance que j'avais besoin, et là, ça y est, c'est parti. L'aventure est lancée, mon rêve est lancé. Et après, effectivement, ça va être dur. Quand je parle d'entraînement, c'est des entraînements difficiles. J'ai eu des tendinites, j'ai eu des cassures, j'ai eu plein de machins. J'ai nagé dans des eaux très très froides, j'ai dormi dans des bains froids. Il fallait que je m'entraîne dans toutes les conditions. C'est dur, c'est violent. Tu es propriétaire de ta vie, attends pas. Ne sois pas arrivé en fin de vie. Tu sais, on a demandé aux personnes en fin de vie, et j'avais retranscrit cette enquête qui a été menée aux États-Unis. On a demandé aux personnes en fin de vie, c'est quoi votre plus gros regret? Et à plus de 85%, les gens ont répondu, j'ai pas réalisé mon rêve. C'est violent, non? Ouais. C'est violent. C'est de se retourner en fin de vie et de dire, merde, si j'avais su. Ben ouais, mais c'est trop tard, mon gars. Ouais. Et très souvent, on me pose la question, on me dit, c'est quoi votre meilleur souvenir? Et moi, ma réponse, elle est toute simple. Mon meilleur souvenir, c'est demain. J'ai encore plein de trucs à vivre. J'ai plein de conneries dans ma tête. donc voilà, je dirais à la personne qui a peur de l'autre, ose. Ose, mon garçon. Ouais, c'est ça. Il y a un psychologue américain, enfin, qui enseigne dans une grande université qui est connu, qui s'appelle Adam Grant. Et il dit qu'effectivement, dans 70% des cas, les gens n'osent pas parce que de manière consciente ou inconsciente, ils ont peur du regard des autres. Et surtout, il y a la fameuse phrase, quand on a une idée, on a un rêve, il y a cette phrase qui va tout casser, qui va tout foutre en l'air, c'est qu'est-ce que je risque? C'est ça. C'est fini. C'est terminé, tu t'es posé la mauvaise question. Moi, mon mode de fonctionnement aujourd'hui, c'est j'ai d'abord une idée, ensuite je prends les informations, en troisième position, j'ai peur, mais c'est trop tard. Alors que beaucoup trop de gens, la peur arrive en deuxième position parce qu'ils se posent la mauvaise question. Philippe, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es dans un rôle de transmission? Voilà, tu es conférencier à plein temps, tu partages, tu témoignes, tu transmets des messages auprès de larges audiences. C'est basé sur ton histoire, tes apprentissages, mais tu abordes les thèmes de dépassement de soi, de force mentale, de renforcement d'équipe. Les gens ont besoin. Comment est-ce qu'on se prépare pour aller dans le monde, pour trouver son rôle, pour trouver sa mission, l'exercer? Alors là, ça a été le destin, franchement. Pour moi, c'est le destin. Enfin, à l'école, j'étais au fond de la classe. C'est moi qui mettais du fuel dans le poêle pour pas que le petit camarade ait froid. Donc, échec scolaire toute ma vie. J'étais pas prédestiné à monter des équipes et d'aller dans des objectifs que je croyais pas réalisables, enfin que les gens ne croyaient pas réalisables. Donc, je pense que j'ai pris mon destin en main, enfin du moins en bras, et j'avance, quoi. J'ai pas créé de personnage. Tu vois, je suis Philippe. Il manque 4 trucs, mais je suis resté le même personnage. Et j'aime partager, je pense que j'ai cette empathie, j'aime partager avec les gens, j'aime être avec les gens, j'adore être avec eux. J'ai toujours aimé ce partage, donc c'est dans ma nature. Mes premières conférences, au début, je bégayais, je partais dans un truc. Mes conférences, il n'y a jamais rien d'écrit. C'est-à-dire que tout sort de mon cœur et de mes tripes, quoi. Je me donne à 1000%.
C'est des moments de partage super intenses. Et j'avance comme ça dans ma vie. Tu vois, jamais dans ma vie, j'imaginais que j'aurais écrit 4 bouquins. J'ai tourné dans des films avec, par exemple, comme Franck Dubosc, ou je tourne dans la série Vestiaire sur France 2. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais au magazine de la Santé pendant 6 ans dans une chronique sur le handicap positif. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé faire tout ce que j'ai fait là, quoi. Parce que j'ai pas de plan de carrière. Si ça se fait, je suis heureux. Si ça se fait pas, je suis pas malheureux parce qu'il y aura autre chose qui va se faire. Donc, donc voilà, c'est comme ça que je vois la vie aujourd'hui. Les petites choses du quotidien, qu'est-ce que cela t'inspire? Quelle attention leur donner? Quelle est ta relation au moment présent? Oh ben moi, les petites choses du quotidien, elles ont été importantes pour moi parce que là, on parle d'un accident grave et ainsi de suite. Donc, Oui, les oui. petites choses du quotidien, au début, je les ai très, très mal vécues. Je les ai très mal vécues. De ne plus pouvoir bricoler, de ne plus pouvoir tondre ma pelouse, de ne plus pouvoir peindre les volets de ma maison, tous ces gestes-là que les gens ne se rendent pas compte. Manger seul, c'est aller aux toilettes seul. Tous ces moments d'intimité, enfin, tout ça, ça n'existe plus pour moi. Donc imagine un petit geste du quotidien, pour moi, quand je le fais, quand j'arrive à manger seul, c'est merveilleux. Quand j'entends des gens qui se plaignent, mais arrêtez d'attendre, bon sang de bonsoir. Arrêtez. Commencez à préparer votre avenir. Commencez à construire. Allez-y, foncez. Donc n'attendez pas, ne soyez plus attentiste. Arrêtez d'avoir peur, quoi. Arrêtez d'avoir peur. Donc, et tu te rends compte, là où je suis parti, tout ça parce que tu m'as demandé d'un geste quotidien. Donc Merci, merci Philippe. Philippe, qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Il devait y avoir 3 valeurs essentielles. donc la famille, les petits moments de bonheur qu'il faut se créer. Donc moi, mes petits moments de bonheur, tu vois, maintenant j'habite à La Rochelle, c'est de me planter devant la mer et de la regarder pendant des heures et de lui dire que je l'aime parce elle m'a reconstruit. Avant de traverser la Manche à la nage, pendant une semaine, j'étais en Angleterre et je demandais à mon équipe de me mettre en haut sur la falaise et je me posais dans l'herbe, je descendais de mon fauteuil, je me foutais dans l'herbe et je regardais la Manche et je lui disais laisse-moi passer. Et elle m'a laissé passer. Donc, donc, donc voilà, c'est ces petits moments de bonheur-là et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est les petits gestes quotidiens de faire attention à l'autre. J'ai appris ça avec Susanna, de faire attention à l'autre J'ai appris une chose aussi avec Susanna, ça c'est une chose très importante. Je pensais que la personne avec qui je vivais, elle pensait la même chose que moi. Quand j'avais une envie ou un truc comme ça, j'étais persuadé que celle que j'aimais, elle avait la même envie que moi. Alors que non, on est deux individus différents. Et très souvent, on part au clash parce que, mais oui, mais moi je pensais que, mais non, je pense pas pareil que toi. On imagine que l'autre pense pareil que nous, alors que non. Et surtout, on n'ose pas demander à l'autre qu'est-ce qu'elle pense, puisqu'on imagine qu'elle pense pareil que nous. Et on part au clash. Donc voilà mes petits gestes, mes petits trucs quotidiens, mes 3 petits trucs quotidiens Ouais. qu'aujourd'hui j'affectionne et auxquels je fais attention. Merci Philippe. Philippe, qu'est-ce que tu dirais à un ami qui est sur le point de tout abandonner? Ah, il y a eu, ça va être dur ce que je vais dire. Attention, il y a eu 2 fois dans ma vie, j'ai senti 2 fois le renoncement et 2 fois l'échec. C'est les 2 fois où j'ai voulu mettre fin à mes jours. Excuse-moi, j'ai de l'émotion. J'ai voulu abandonner et j'ai échoué, donc tant mieux parce que et j'étais au fond, j'imagine, je voyais plus la lumière et j'y croyais plus quoi. Et c'est là aussi où j'ai appris de demander un coup de main parce que la deuxième tentative, parce que la première j'avais échoué, donc j'avais toujours cet objectif-là dans ma tête. On m'a mis dans un milieu psychiatrique pendant une semaine et au bout d'une semaine on m'a fait sortir parce que j'ai joué le rôle de tout va bien, je vais bien. J'ai mis mon masque de clown et tout le monde y a cru. Et donc j'ai fait ma deuxième tentative tout de suite au bout d'une semaine en sortant de. Et à la deuxième fois, c'est moi qui ai demandé un coup de main au psy. Je dis je m'en sortirai pas tout seul. Je pourrais pas m'en sortir tout seul. Pendant 7 ans, j'étais seul, j'ai voulu m'en sortir et je ne suis pas arrivé, donc maintenant il faut m'aider. Et j'ai travaillé pendant 1 an avec une infirmière psy extraordinaire. Le psy, je n'ai pas validé parce qu'il me donnait une ordonnance pour me donner des médicaments pour avoir un filet de balle sur le côté pour éviter de faire le con. Ouais. Mais l'infirmière psy, elle m'a aidé, mais d'une puissance incroyable. Elle me venait voir 2 fois par semaine à la maison pendant 1 an. Et on a travaillé comme des dingos et au bout d'1 an, je me suis senti mieux. Et j'ai reconstruit ma vie. Et aujourd'hui, tu vois, encore une fois, c'est de demander un coup de main. Hein. C'est ça, c'est que si tu es au Donc, fond du trou, va voir quelqu'un, parle, parle. savoir demander de l'aide, Ah ouais. c'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile. Regarde la preuve. Pendant 10 ans, je me suis renfermé dans mon canapé. J'avais peur du monde extérieur. C'est-à-dire que quand je suis sorti du centre de rééducation, je me suis renfermé sur moi-même. J'avais honte de mon nouveau schéma corporel. J'avais peur du monde extérieur. Donc, je me suis renfermé sur moi-même et au bout de 7 ans, j'ai explosé.
j'ai explosé. Mon épouse est partie au bout de 7 ans parce que, en vérité, c'était une phase très, très dure, cette phase de vivre avec moi pendant ces 7 ans. Et donc, j'ai explosé au bout de 7 ans quand elle est partie. Mon père a explosé, ma mère, mon frère, mes 2 garçons, tout le monde a explosé 7 ans après l'accident parce que tout le monde avait joué un rôle de tout va bien, je vais bien. Tout le monde se protégeait les uns les autres. On avait créé une bulle d'autoprotection et on ne pouvait plus sortir de cette bulle. Et quand la bulle a explosé, ben, tout le monde a hurlé, tout le monde a pleuré. Et tout le monde avait besoin d'un psy, mes enfants avaient besoin d'un pédopsie pour se reconstruire. Et tout le monde, mon ex-femme, mes parents, mon frère, tout le monde avait besoin d'un psy 7 ans après parce qu'on s'est tous protégés bêtement. Et donc, le fait est, c'est qu'il faut parler. Il faut parler quand ça va bien, mais il faut parler quand ça va mal. À une infirmière psy, à un ami, à son épouse, à son mari, à sa grand-mère. Mais il faut parler, il faut le dire. Et donc, s'il fallait donner 3 conseils pour affronter les difficultés et franchir les obstacles, il y en aurait un premier qui serait savoir demander de l'aide, parler. S'il fallait en donner Ouais. 2 autres. La communication, c'est sûr. Et après, c'est un gros travail sur soi-même. Hein. Ouais. C'est un gros, gros travail sur soi-même. C'est énorme. C'est énorme. Quand on est au fond, on ne croit plus en rien, qu'il faut arriver à relever la tête. Et je pense qu'il faut se fixer un objectif. C'est-à-dire que, OK, je ne crois plus en rien. Peut-être faire une introspection et dire, OK, qu'est-ce qu'à un moment dans ma vie m'a fait rêver? Et est-ce que je peux peut-être aller le rechercher, ce truc-là qui m'a fait rêver à un moment donné dans ma vie? Est-ce que je peux aller le chercher? Est-ce que je peux le réaliser? Et peut-être qu'encore une fois, demander un coup de main à des gens pour le réaliser. Hein. En voilà 2. Et le troisième, c'est vas-y, hein, bouge-toi, c'est toi qui es propriétaire de ta vie. Hein. Attends pas que les gens bougent pour toi. Hein. C'est à toi de bouger. Et donc, à l'inverse, si il fallait donner une recette pour réussir à abandonner, en fait, pour tout planter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plein de choses qui sont là pour t'aider à te planter. Tu as le doute, il y a la peur qui est là en permanence, qui est là, qui te dit on va se planter, on va se planter, on va se planter. Donc le doute, effectivement, il est là. Tu peux lutter contre lui, hein, mais après, moi, j'ai pratiqué aussi beaucoup de sophrologie, de la cohérence cardiaque, de l'auto-hypnose. Je préparais mon mental aussi pour pas que le doute m'envahisse trop fort, pour pas qu'il me pourrisse la vie. Il y a plein de choses qui peuvent te faire échouer. Il y a ta famille, tes amis, tous ceux les conseilleurs qui ont peur que toi, tu réussisses aussi. Parce qu'ils ont leur propre peur aussi, eux. Eux, ils vont te dire non, mais fais attention, ne le fais pas. Enfin, là, tu vas dans un rêve. Quand tu vas te rendre compte que ton rêve, il ne t'est pas réalisable, tu vas tomber encore plus haut. Et ces gens-là, ils ne sont pas là pour t'entraîner vers le haut. Ils sont là et ils veulent t'entraîner vers le bas parce qu'ils ont peur que tu réussisses. Donc, ils ont leur propre peur à eux. Parce qu'on a eu toujours cette éducation de fais attention, ne va pas trop loin, ne t'investis pas trop loin. Qu'est-ce que tu risques? À part échouer, qu'est-ce que tu risques? Et la vie, il y a plein d'échecs dans la vie. Et si on ne s'adapte pas au fur et à mesure, si on ne change pas au fur et à mesure de notre société, mais on est mort. Il faut évoluer en permanence. J'ai mon parcours de vie et j'évolue au fur et à mesure de mon parcours de vie. Philippe, avec qui rêves-tu de prendre un café? Avec moi devant un miroir et de dire ce qu'on a fait, mon gars, c'est balèze quand même. Le personnage qui était avant, le personnage avant l'accident et le personnage d'aujourd'hui. Ouais, donc tu suggérerais à l'ancien toi de prendre un café avec le nouveau toi pour l'inspirer à évoluer. Ouais. Ne pas perdre de temps, ne pas perdre 10 ans dans ton canapé à regarder la télé. Merci Philippe. Pour quelle chose ressens-tu le plus de gratitude dans ta vie? À qui as-tu envie de dire merci? J'ai envie de dire merci à tous ceux qui ont contribué à ce changement de vie. Hein. Donc, les pompiers, le SAMU, le centre de rééducation, ma famille, mes amis et tous ceux qui m'ont suivi dans mes aventures. Et bien sûr, celle à qui j'ai envie de dire merci parce qu'elle a changé ma vie à 1000%, c'est Susanna. Quoi. Quel conseil ou petit exercice simple et concret est-ce que tu peux proposer à ceux qui nous écoutent pour, de manière générale, commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie au quotidien? C'est le matin quand je me lève. Et dans la salle de bain, il y a un miroir. Donc, je m'arrête devant le miroir et je fais un sourire et je me souhaite une bonne journée. Et ça marche, mais alors du tonnerre. Hein. Je descends, je vais au petit-déj. Bon, de temps en temps, je suis un petit peu grognon quand même, comme tout le monde. Hein. Faut pas non plus déconner. Hein. Mais ça marche bien. D'avoir ce petit temps et de se dire allez, salut toi, un petit sourire, allez, passe une bonne journée. Et hop, là, je vais au petit-déj et ça y est, je démarre ma journée. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire le matin. Et puis, mettre de la musique et travailler avec la musique, ça me fait du bien. Le Dalai Lama dit le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine. Pour toi, qu'est-ce que cela signifie être le héros de sa propre vie? C'est d'en être décisionnaire déjà d'une, de la prendre en main. Et pour moi, il y a pas réellement de héros. Il y a pas de. Moi, ce que j'ai fait, c'est pas classifié comme être un héros. J'ai bossé. J'ai bossé
pour changer ma vie, pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. J'ai bossé dur. On a bossé dur, pardon. On a travaillé comme des damnés, mais je vous le promets, parce que j'aime ma life. J'en ai fait quelque chose et ça, c'est le plus important, non? J'ai fait quelque chose de ma vie. Et c'est ça, je pense. Ouais. Donc, on peut dire que tu es le héros de ta propre vie? Ah ouais, complètement. J'avance. Ouais. J'avance et j'avance bien, je trouve. Donc, c'est cool. Philippe, pour toi, qu'est-ce que la force d'âme? Pour moi, la force d'âme, c'est de rester le personnage que l'on est. C'est-à-dire de ne pas créer de personnage. Quand on crée un personnage, on va à l'échec et on va à la souffrance surtout. On perd son âme, on perd le réel. Si j'ai réussi tout ça aussi, je pense que je reste le même. Je suis Philippe. Que je rencontre le président de la République ou que je rencontre quelqu'un dans la rue, pour moi, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est pas parce qu'il a une grandeur qu'il doit être différent de quelqu'un. Non, non. Et je pense que l'âme et la bonté d'âme, c'est de rester le personnage qu'on est. Je suis persuadé, on est avec une âme, on est tel qu'on est, et on construit ce personnage-là. On est avec un trait de caractère. Voilà, c'est ça que je veux dire. On est avec un trait de caractère. Et il faut vivre avec ce trait de caractère-là. On peut le dompter, mais on est avec un trait de caractère. On est avec son âme. Donc, être soi, être vrai. Être vrai, mais à 1000%. À 1000%. Bien sûr, ne pas blesser les gens. On peut être vrai sans blesser les gens, attention. Hein. Ça ne sert à rien de blesser les gens. C'est inutile. Donc, on peut être vrai sans blesser les gens, bien sûr. Philippe, merci beaucoup. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à 1 ou 2 amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté, il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.